Sur les lieux de l'accident, la police retrouve effectivement une arme appartenant à Ron. Elle n'a pas été utilisée. Et rien ne permet d'affirmer qu'un tiers était présent au moment de l'accident. Bienvenue à tous. Circleville est une ville banale, ordinaire et plutôt tranquille. C'est ce calme apparent qui va rendre la suite insupportable. Circleville, dans l'Ohio, est une petite ville typique de l'Amérique des années 70. Rien n'y dépasse, rien n'y choque. Des quartiers résidentiels calmes, des maisons modestes mais entretenues, des familles installées depuis longtemps. La vie y est réglée, prévisible, presque immuable. On y travaille, on y élève ses enfants, on y croise les mêmes visages depuis des années. Dans ce décor plutôt tranquille, vit Mary Gillespie. Elle est mariée, mère de famille et travaille dans le système scolaire local. Elle mène une existence discrète, sans scandale, sans histoire notable. Elle est connue, intégrée et respectée. Rien ne la distingue particulièrement des autres habitants de Circleville. C'est précisément ce qui rend ce qui va suivre si déstabilisant. Un jour, Marie découvre une enveloppe inhabituelle dans sa boîte aux lettres. Pas de logo, pas de nom clairement identifiable. L'écriture est manuscrite, légèrement irrégulière. Elle ne reconnaît pas cette écriture. Sur le moment, elle n'y prête pas une attention particulière. Mais dès qu'elle ouvre la lettre, un malaise s'installe. Le message est direct, sans détour. L'auteur affirme connaître un secret la concernant. Il l'accuse d'entretenir une relation adultère avec le directeur de l'école. Le ton n'est ni hésitant ni interrogatif. Il affirme, comme s'il énonçait un fait établi. La lettre va plus loin. Elle mentionne des éléments du quotidien de Marie. Des horaires, des habitudes, des situations précises. Pas assez pour prouver quoi que ce soit, mais suffisamment pour troubler. L'auteur ne signe pas. Il ne réclame pas d'argent, il ne cherche pas à entrer en contact. Il prévient simplement que si cette relation ne cesse pas, tout sera révélé publiquement. Marie est sous le choc. Elle relit la lettre plusieurs fois. Elle nie intérieurement chaque accusation. Elle ne comprend pas qui pourrait écrire cela, ni pourquoi. Elle ressent surtout une intrusion brutale dans sa vie privée. Elle décide de se taire. Et elle ne montre pas la lettre à son mari Ron. Elle ne contacte pas non plus la police. Bref, elle la détruit, persuadée qu'il s'agit d'un acte isolé, peut-être malveillant, peut-être absurde. Dans une petite ville, faire des vagues peut parfois aggraver les choses. Mais cette décision, elle va rapidement la regretter. Quelques jours passent. Marie tente de reprendre une vie normale. Elle se persuade que détruire la lettre était la bonne solution. Pourtant, une inquiétude sourde s'installe. Chaque bruit devant la maison, chaque passage devant la boîte aux lettres devient source de tension. Puis une seconde enveloppe arrive. Elle est semblable à la première. Même écriture approximative, même absence d'expéditeur clair. Cette fois, Marie comprend immédiatement. Ce n'est pas un acte isolé. Quelqu'un insiste. Le contenu reprend les accusations précédentes, mais le ton a changé. Il est plus ferme et plus pressant. L'auteur affirme que Marie n'a pas pris la situation au sérieux. Il répète qu'il sait ce qu'elle fait, qu'il l'observe et qu'il l'attend. De nouveaux détails apparaissent, toujours suffisamment vagues pour rester discutables, mais suffisamment précis pour troubler. Marie commence à avoir peur.
Elle se demande comment quelqu'un peut connaître autant d'éléments sur son quotidien. Ses horaires de travail, ses déplacements, certaines conversations banales. Rien de compromettant, mais assez pour suggérer une surveillance réelle. Elle réalise surtout une chose, l'auteur est proche. Pas géographiquement, mais socialement. Il connaît Circleville, il connaît son fonctionnement, et il connaît les gens. Une troisième lettre arrive peu après, puis une quatrième. À chaque fois, la même mécanique. Accusation, menace de divulgation, certitude froide. L'écriture varie légèrement, comme si l'auteur cherchait volontairement à masquer son identité. Marie vit désormais dans l'anticipation. Elle redoute le regard des autres. Elle analyse chaque interaction. Elle se demande si ses collègues ont reçu des lettres similaires, si son nom circule déjà. Bref, dans une petite ville comme Circleville, la rumeur peut se propager vite. L'auteur semble parfaitement conscient de ce pouvoir. Les lettres ne sont pas violentes, elles n'insultent pas, elles insinuent. Et c'est précisément ce qui les rend efficaces. Peu à peu, l'affaire déborde du cadre intime. Certaines lettres sont envoyées à d'autres personnes, des proches, des responsables du système scolaire. L'objectif semble clair, isoler Marie, fragiliser sa position, créer un doute durable autour d'elle. À ce stade, Marie comprend que le silence ne suffira plus. Quelqu'un a décidé de s'installer durablement dans sa vie sans jamais se montrer. Et cette présence invisible commence à contaminer tout Circleville. Très vite, Mary va comprendre qu'elle n'est plus la seule cible. C'est toute la ville qui va être empoisonnée par l'envoi de ces lettres. Sans le savoir encore, ces premières lettres viennent d'ouvrir une affaire qui ne se refermera pas de sitôt. À partir de ce moment-là, les lettres cessent d'être un problème strictement personnel. Ce que Marie pressentait sans vouloir l'admettre va se confirmer. L'auteur ne s'intéresse pas uniquement à elle. Il s'intéresse à Circleville dans son ensemble. Les premiers signes sont assez discrets. Une remarque étrange d'un collègue, un silence inhabituel dans une conversation, des regards qui s'attardent un peu trop longtemps. Rien de frontal, mais suffisamment pour créer un malaise diffus. Marie comprend que quelque chose circule sans savoir exactement quoi. Puis la confirmation arrive. D'autres habitants commencent eux aussi à recevoir des lettres anonymes. Le même type d'enveloppe, le même type d'écriture hésitante, le même ton faussement neutre. Les messages ne sont pas identiques, mais ils suivent tous la même logique. Accusation, insinuation, révélation partielle. Certains courriers dénoncent des relations supposées, d'autres évoquent des comportements jugés immoraux. L'auteur semble s'ériger en juge invisible, distribuant reproches et menaces sans jamais se dévoiler. Les conversations évoluent. Les habitants parlent à voix basse, les rumeurs se croisent, se contredisent ou se renforcent. Chacun soupçonne l'autre sans jamais pouvoir pointer un coupable précis. La police est de nouveau alertée. Cette fois, l'affaire ne concerne plus une seule famille. Elle touche une partie significative de la communauté. Une enquête est officiellement ouverte. Mais très rapidement, les mêmes obstacles apparaissent. Les lettres sont postées depuis différentes villes, aucune signature, aucune revendication, aucun mobile clair. L'auteur ne cherche ni argent ni reconnaissance, il cherche autre chose. Ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est la patience dont il fait preuve. Écrire, poster, attendre, recommencer. Ce harcèlement n'est pas impulsif, il est méthodique, presque obsessionnel. À Circleville, une certitude s'installe lentement. Celui qui écrit n'est pas un étranger de passage. Il connaît la ville et il en fait partie. Et à un moment donné, quelqu'un va décider d'agir. Et c'est cet acte qui va tout bouleverser. Chez les Gillespie,
la tension est devenue permanente. Les lettres ne cessent plus vraiment, elles s'imposent comme un bruit de fond. Marie vit dans l'anticipation constante du prochain courrier, mais elle n'est plus la seule à en subir les effets. Ron, son mari, voit sa famille se décomposer lentement, sans pouvoir agir concrètement. Ron n'est pas du genre à paniquer. Jusqu'ici, il a tenté de rester rationnel. Mais à mesure que les lettres s'accumulent, quelque chose change en lui. Il ne s'agit plus seulement de protéger une réputation, mais de protéger sa famille. Ron commence à repenser à certaines tensions passées, à des conflits familiaux anciens, à des paroles mal digérées. Il cherche un sens, un visage, un nom à associer à cette menace invisible. Le poison des lettres s'infiltre. Un soir, le téléphone sonne chez les Gillespie. Ce n'est pas un appel comme les autres. Dès les premiers mots, Ron comprend. La voix à l'autre bout du fil, elle, est calme et maîtrisée. Elle évoque les lettres comme une évidence. Elle parle sans se cacher totalement, mais sans se dévoiler non plus. L'appel est bref, mais il suffit. Pour Ron, c'est un déclic. Jusqu'ici, l'auteur se contentait d'écrire. Là, il franchit une étape. Il prouve qu'il peut intervenir directement, qu'il peut entrer dans leur vie quand il le souhaite. La colère prend le dessus et Ron ne veut plus attendre. Il veut mettre un terme à cette situation, comprendre qui se cache derrière ces lettres et pourquoi. Il est persuadé qu'une confrontation directe permettra de faire cesser le harcèlement. Sans vraiment réfléchir, il quitte la maison. Il ne dira rien à Marie, il ne laisse aucune explication. Il agit sous l'effet d'un mélange de rage, de peur et de détermination. À ce moment précis, il voit qu'une chose, la nécessité d'agir. Cette décision prise dans l'urgence va marquer un point de non-retour dans l'affaire de Circleville. Ron prend la route seul, de nuit. Personne ne sait exactement où il se rend. Il n'a laissé aucune indication, aucun message. Il est simplement parti, convaincu qu'il devait faire face à la situation par lui-même. Ce silence autour de son départ alimentera plus tard toutes les hypothèses. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. La voiture de Ron a été retrouvée hors de la chaussée, encastrée contre un arbre. L'accident est violent et Ron mort sur le coup. Les autorités locales concluent rapidement un accident de la route. Route sombre, vitesse excessive et perte de contrôle. Officiellement, l'affaire pourrait s'arrêter là. Mais très vite, des questions surgissent. Pourquoi Ron se trouvait-il à cet endroit précis à cette heure-là ? Pourquoi avait-il quitté son domicile précipitamment après cet appel téléphonique ? Et surtout, pourquoi emporter une arme à feu s'il ne comptait que conduire ? Sur les lieux de l'accident, la police retrouve effectivement une arme appartenant à Ron. Elle n'a pas été utilisée. Aucun tir n'a eu lieu. Aucun signe de lutte n'est constaté et rien ne permet d'affirmer qu'un tiers était présent au moment de l'accident. Pourtant, l'enchaînement des événements trouble profondément. Pour Marie, le choc est total. Elle vient de perdre son mari brutalement après des mois de harcèlement psychologique sans avoir la moindre réponse. Le deuil s'ajoute à la peur et la peur ne disparaît pas avec la mort de Ron. Au contraire. Peu de temps après les funérailles, une nouvelle lettre arrive. Le ton est froid, presque clinique. L'auteur évoque la mort de Ron sans émotion apparente. Il n'exprime ni compassion ni regret. Il donne l'impression de commenter un événement attendu, presque logique. Cette lettre marque un tournant. À partir de ce moment-là, il devient impossible d'ignorer le lien entre les courriers anonymes et le décès de Ron. Même si aucune preuve directe ne permet d'établir une responsabilité, le doute s'installe durablement.
La police décide de revoir l'affaire sous un autre angle. Jusqu'ici, les lettres étaient traitées comme un harcèlement pénible, mais non violent. Désormais, un homme est mort. Et le contexte ne peut plus être ignoré. Les enquêteurs commencent à s'intéresser de plus près à l'entourage proche de la famille. Des tensions anciennes refont surface, des conflits familiaux, des disputes et des rancœurs oubliées. Progressivement, un nom revient avec insistance. Paul Freischauer, le beau-frère de Marie. Paul a la réputation d'avoir un caractère difficile. Les relations avec la famille Gillespie ont souvent été tendues. Certains témoins évoquent des désaccords importants par le passé. Rien de criminel en soi, mais suffisamment pour attirer l'attention dans un climat déjà chargé. Un élément va renforcer les soupçons. Paul aurait eu accès à une machine à écrire similaire à celle utilisée pour rédiger les lettres. Ce détail, combiné aux tensions familiales, suffit à en faire un suspect sérieux aux yeux des enquêteurs. Pour Marie, c'est une nouvelle épreuve. Après la perte de son mari, elle voit le soupçon se déplacer dangereusement vers son propre cercle familial. À ce stade, l'enquête semble enfin s'orienter vers une conclusion. Mais en réalité, elle vient tout juste d'entrer dans sa phase la plus trouble. Pour la première fois, la police croit tenir un coupable. Mais cette certitude va tout doucement se fissurer. La police sait qu'elle doit avancer vite et surtout montrer qu'elle maîtrise la situation. Paul est interrogé à plusieurs reprises. Il nie tout en bloc. Il affirme n'avoir jamais écrit ces lettres et en conteste les analyses. Mais plus il se défend et plus son attitude est perçue comme suspecte. Dans un dossier aussi fragile, le comportement compte parfois autant que les faits. La décision est prise d'arrêter Paul Freischauer. Pour une partie de la population, cette arrestation est un vrai soulagement. Enfin un visage, enfin un nom, enfin l'impression que le chaos va cesser. Pour d'autres, au contraire, quelque chose ne colle pas. Les preuves sont trop minces, trop indirectes et trop interprétables. Marie, elle, est partagée. Elle est épuisée. Elle veut que cette histoire s'arrête. Le procès s'ouvre dans une atmosphère lourde. Les lettres sont au centre du débat. Chaque mot est disséqué, chaque détail analysé. Les experts s'opposent, certains affirment reconnaître la machine à écrire et d'autres parlent de coïncidence. Pas d'aveu et aucune preuve matérielle définitive n'est présentée. Pas de témoin direct, seulement une accumulation d'indices et de soupçons. Pourtant à Circleville, beaucoup veulent croire que l'affaire touche à sa fin. Le verdict tombe après des semaines de tension. Paul Freischauer est reconnu coupable. Il est condamné à une peine de prison. Officiellement, l'affaire vient de trouver son responsable. Pour les autorités locales, c'est une étape décisive. Pour la ville, c'est censé être la fin du cauchemar. Mais très vite, un malaise persiste. Les preuves présentées au procès laissent de nombreuses zones d'ombre. L'analyse de la machine à écrire en particulier repose sur des expertises contestées. Les similitudes relevées ne sont pas uniques. Quant à l'écriture manuscrite, elle n'a jamais permis une identification formelle. Paul, de son côté, continue de clamer son innocence. Il répète qu'il n'a jamais écrit ces lettres, qu'il n'a jamais harcelé Marie ou qui que ce soit d'autre. Ces déclarations sont perçues par certains comme une stratégie de défense classique. Pour d'autres, c'est un signe d'une erreur judiciaire. Mais l'élément le plus troublant survient après son incarcération. Alors que Paul est désormais en prison, des lettres continuent d'arriver à Circleville. Certaines sont envoyées à des habitants. D'autres, plus provocantes encore, sont adressées directement à Paul en détention. L'auteur s'y moque ouvertement de la situation.
Il affirme que le mauvais homme a été condamné et il insinue que la vérité est ailleurs. Si Paul est en prison, comment expliquer la poursuite des lettres? La police évoque d'abord la possibilité d'un complice, puis celle d'un imitateur. Mais aucune piste sérieuse ne permet d'identifier une seconde personne impliquée. À Circleville, le soulagement attendu ne vient pas. Au contraire, le doute s'installe durablement. Certains habitants commencent à penser que la police s'est précipitée. L'idée que l'auteur des lettres circule toujours librement devient insupportable. Paul Freischauer finira par faire appel de sa condamnation. Après plusieurs années, sa peine est réduite. Il sort de prison. Mais même libre, il reste marqué par l'affaire. Pour une partie de la population, il restera jamais associé aux lettres de Circleville. Une fois le procès terminé, tout devait s'apaiser. Mais à Circleville, les blessures ne se ferment pas si facilement. Pendant ce temps, les lettres se raréfient. Elles ne cessent pas brutalement, mais elles s'espacent. Comme si l'auteur avait atteint son objectif. Ou comme s'il avait simplement décidé de se taire. Aucune arrestation supplémentaire n'aura lieu. L'identité réelle du corbeau de Circleville ne sera jamais officiellement établie. L'affaire, loin d'être résolue, entre alors dans une zone grise. Une de ces histoires où la justice a rendu un verdict, mais où la vérité reste incertaine. Et pour Circleville, le plus dur n'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais ce qui restera à jamais sans réponse. Après ces années, l'affaire change de statut. Elle cesse d'être un fait divers brûlant pour devenir une histoire que l'on raconte à voix basse, presque comme une légende locale. Pourtant, pour ceux qui l'ont vécu, elle reste profondément ancrée. Les lettres ont peut-être cessé, mais leurs effets, eux, sont durables. Dans les familles touchées, la méfiance persiste. Certains se demandent encore s'ils ont croisé l'auteur sans le savoir. D'autres rejouent mentalement certaines scènes, certaines conversations anodines qui, avec le recul, prennent une autre couleur. Marie Gillespie, au cœur de cette histoire, a vécu avec ce poids pendant des années. Même blanchie officiellement, même reconnue comme victime, elle n'a jamais retrouvé totalement l'anonymat. Son nom reste associé à l'affaire, à une histoire qu'elle n'a jamais choisie. À ce stade, l'affaire n'est plus seulement une question de culpabilité ou d'innocence. Elle devient un symbole. Celui d'un mal diffus, impossible à saisir, qui s'installe dans le quotidien et sape les fondations d'une communauté sans jamais se montrer. Et ce qui reste à présent, ce ne sont pas des preuves, mais des doutes. Et les doutes sont vraiment tenaces. Il n'y a pas toujours de vérité finale. Parfois, il n'y a que ce qu'on retient. Si vous aviez vécu à Circleville dans les années 70, auriez-vous cru à cette version officielle? N'hésitez pas à m'indiquer vos théories en commentaire, je les lirai avec attention. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.